Bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette nouvelle et dernière séance du CSST sur l'usage du cannabis à visée thérapeutique. Dernière séance qui va commencer par des séries d'auditions. Avant de passer la parole à la première personne auditionnée que je présenterai, je voulais laisser la parole au directeur général de l'Agence du médicament, Dr Dominique Martin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous passer la parole. Juste pour vraiment quelques très brefs mots de bienvenue pour cette dernière séance de cette séquence, très importante et très attendue, que ce soit évidemment par les autorités comme par l'opinion publique au sens large et par les parlementaires que nous saluons ici. Merci encore vraiment très sincèrement du travail qui a été réalisé, de la qualité du travail qui a été fait. Et je dirais même du rythme qui a été proposé, qui me paraît être un rythme équilibré à la fois entre ne pas perdre trop de temps parce que on parle de patients qui souffrent, mais également construire quelque chose qui soit solide, bien préparé, et assurer la pérennité en fait des décisions qui vont pouvoir être prises. Donc voilà, je vais me limiter à ce mot de bienvenue et de remerciement extrêmement sincère et chaleureux. Je pense que ça démontre ce qui peut être fait en matière de politique publique et en matière de santé publique d'intéressant. Vous avez exploré toutes les dimensions médicales bien entendu, les dimensions de santé publique, les dimensions françaises, mais aussi européennes et au-delà, internationales, à la fois les aspects, je viens de le dire, médicaux, mais aussi les aspects de production, de filière, de système de soins, de formation, de comment on peut mettre en place quelque chose qui soit, encore une fois, solide et pérenne. C'est un enjeu essentiel. En gros, il ne faut pas se rater, donc il faut que les choses soient bien préparées. Et c'est le cas, et c'est vraiment le cas. Et encore 1000 fois merci pour en discuter avec mes collègues européens, à l'Agence européenne notamment. La manière dont vous conduisez ce travail de préparation est tout à fait exemplaire et remarquable. Et je vous en remercie très sincèrement en mon nom, au nom de l'Agence et au-delà, bien entendu. Voilà, je ne serai pas plus long, parce que je laisse la parole à Monsieur le Président pour la suite, et je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci, Monsieur le Directeur. Merci de nous avoir permis de réaliser ces travaux aussi au sein de l'agence. On aura l'occasion de vous le redire. Je vais donc passer la parole tout de suite au docteur Olivier Véran, qui est député de la première circonscription de l'Isère, qui est rapporteur général de la Commission des affaires sociales, qui est conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Historiquement, et neurologue, je ne vais pas préciser la spécialité, mais neurologue, bien sûr, et qui est impliqué depuis assez longtemps maintenant dans cette mobilisation autour de la question de l'usage à visée thérapeutique du cannabis. Donc je vous laisse la parole, et puis ensuite nous aurons un temps d'échange. Merci Monsieur le Président, merci aussi au directeur, et bravo pour l'action de la NSM réactive et avant-gardiste sur ces questions-là. Les occasions de mélanger la blouse blanche et l'écharpe tricolore sont finalement assez rares dans ma vie de député et dans ma vie de neurologue. La question qui nous réunit aujourd'hui en fait clairement partie. C'est de l'expérience de neurologue qu'a germé l'idée dans l'esprit du politique qu'il fallait être capable d'avancer sur la question. Je m'explique et je vais peut-être faire part d'un cas concret qui va résumer un peu ma pensée. Je consulte encore le lundi matin au CHU de Grenoble, et ayant une activité très réduite, généralement je prends en charge des patients qui sont à la recherche d'un neurologue accessible rapidement, notamment dans le domaine des céphalées et des céphalées complexes. Il se trouve qu'il y a un patient que je suis en consultation depuis maintenant 3 ou 4 ans, qui a une forme de céphalée assez borderline, assez complexe, dont on ne sait dire s'il s'agit à proprement parler d'une forme migraineuse, d'une névralgie d'Arnold, d'une algie vasculaire de la face, mais qui souffre véritablement de ces céphalées qui sont apparues quelques années auparavant lorsqu'il avait, je crois, 28 ans, et qui occasionne un retentissement fonctionnel majeur chez lui. Quand je dis majeur, c'est qu'on en était à des hospitalisations
récurrentes en neurologie, ne serait-ce que pour limiter le risque suicidaire lié aux douleurs et à l'impact de ces douleurs sur son quotidien. Quelqu'un qui était devenu en rupture professionnelle alors qu'il avait un métier qualifié, qui était en difficulté conjugale, difficulté dans sa vie parentale vis-à-vis de ses enfants dont il avait de moins en moins la capacité de s'occuper. Il a eu un parcours médicamenteux, comme on peut le voir dans les céphalées très complexes, avec usage antiépileptique, d'antidépresseurs tricycliques, recours par certains médecins jusqu'à des morphiniques, avec plus ou moins d'efficacité, d'autres médicaments à base d'opiacés, des hospitalisations aux urgences lorsqu'il avait des accès douloureux très, très forts et très violents, adressé un centre expert à Marseille, avec une neurostimulation, des infiltrations profondes sous IRM, enfin... Vous imaginez, vous voyez le profil de patient et que je suivais vraiment comme le lait sur le feu, mais en échec thérapeutique, et qui un jour vient me voir, 3 mois que je n'avais pas de nouvelles, avec un visage vraiment modifié, transformé, et qui me dit, écoutez, docteur, je ne pensais pas du tout que ça m'arriverait, mais un de mes amis, voyant que j'étais si mal, m'a fait, je ne sais plus si c'était fumé ou vaporisé en l'occurrence, du cannabis. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais les douleurs ont cédé pendant quelques jours, je n'avais plus de douleurs. Et il dit, les douleurs sont revenues au bout de quelques jours, j'ai recommencé pour vérifier que c'était bien ça. On est très proche de la notion de patient expert, hein, parce que c'est l'expérimentation par le patient et l'appropriation par le patient de ce mode thérapeutique, qui n'est pas reconnu comme tel aujourd'hui. Et quand je vois le patient, il a arrêté la totalité des médicaments qu'il prenait. Et il m'annonce que le mois d'après, il reprend son travail, qu'il est en train de retrouver suffisamment d'énergie pour s'occuper de ses enfants, etc. Donc quelqu'un qui reprend vie clairement. Et d'ailleurs, je ne le vois maintenant plus qu'1 à 2 fois par an, parce qu'il me dit, bah, finalement, vous êtes très sympa, c'était vraiment bien, mais aujourd'hui, ça se passe bien. Alors j'en parle à des collègues au CHU, certains me disent, bah, pourquoi pas, d'autres me disent, non, non, c'est des conneries. Et je m'intéresse à la question. Et il se trouve que j'ai d'autres patients qui ont des douleurs un peu avec une participation neuropathique assez forte et assez intense dans les céphalées, et je me suis mis à leur poser la question, est-ce qu'il vous arrive de consommer? Et je me suis rendu compte que certains patients consommaient régulièrement, mais ils m'en parlaient en disant, mais attendez, si j'avais pas ça, je tiendrais pas. En plus des médicaments qu'ils prenaient. Dans le sens où, quand ils n'arrivent pas à se fournir, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire pousser, ou lorsqu'ils se sentent en danger d'un point de vue légal et qu'ils ont une suspension de la consommation de cannabis, eh bien, ils sont une résurgence des céphalées, et les choses sont beaucoup plus difficiles à supporter. Certains le disent d'ailleurs. Certains disent qu'ils ressentent un vrai effet antalgique avec une sédation des douleurs. Bon. Et d'autres expliquent que ça rend les douleurs plus supportables et que ça leur permet de dormir pour certains ou de passer une journée correcte pour d'autres. Des gens qui sont insérés socialement, qui travaillent, etc. Là, ça m'a surpris, donc je me suis dit, profitant du fait d'être député, je vais organiser des auditions et faire une petite biblio perso de ce qui peut exister à travers le monde en matière d'études scientifiques sur l'impact du cannabis. Et donc des auditions à l'Assemblée nationale qui ont eu lieu il y a un peu plus d'1 an et demi. Vous y avez participé, professeur Rottier, mais également des associations d'usagers, des experts juristes, des responsables d'agences, des médecins. Une journée d'audition où j'ai vu en fait qu'il y avait un consensus très large sur le fait que, on ne peut pas nécessairement expliquer par quel effet pharmacodynamique, pharmacocinétique, il va y avoir un impact sur un certain type de douleur et pas forcément sur d'autres, mais que de façon difficilement contestable, en tout cas, force est de constater l'expérience d'un certain nombre d'usagers, c'est que c'est un traitement d'appoint à minima qui peut avoir un rôle important dans la gestion de douleur pour des gens qui sont en vraie souffrance. À partir de là, j'ai écrit à la ministre de la Santé une lettre avec une note technique en lui disant que ce serait quand même bien d'aller pousser un peu les feux de la réflexion sur cette question. Elle a saisi l'ANSM et les choses se sont en fait ensuite organisées très rapidement. Je ne dis pas que ça a été probablement que cette commission aurait eu lieu, mais disons qu'on voit qu'il y a une concordance d'intervention qui nous permettent d'avancer sur cette question. Pour mémoire, en 2014, lorsque la France a autorisé le Sativex, donc les premiers dérivés du cannabis dans des médicaments, j'avais été amené à réagir, j'étais déjà député à l'époque, j'avais dû réagir dans la presse pour expliquer, quand on me posait la question, que non, on n'allait pas autoriser le cannabis. À l'époque, les esprits n'étaient pas préparés. Le simple fait qu'on parle d'un traitement pouvant contenir des cannabinoïdes était quelque chose qui provoquait des réactions parfois outrées dans l'opinion. L'opinion a énormément évolué, 83% de la population française est favorable à l'idée de l'usage médical du cannabis, et aujourd'hui on est tout à fait capable d'en parler très sereinement au Parlement ou à l'ANSM sans être taxé de vouloir dériver vers une forme de consommation courante qui n'aurait rien à voir avec la médecine. Donc les choses évoluent assez vite et finalement les planètes sont alignées. Donc ne pouvant pas expliquer nécessairement, mais ça vous êtes bien mieux placé que moi pour me dire si je me trompe, mais n'ayant finalement assez peu d'études sur
l'impact direct des molécules sur les circuits de la douleur dans un certain nombre d'indications, j'avais proposé plutôt une forme d'accès compassionnel. On ne sait pas forcément l'expliquer, mais on constate qu'il y a des gens chez qui on est en échec thérapeutique, qui sont en grande souffrance, et ça peut permettre de les soulager. C'est très compliqué quand vous êtes médecin face à un patient qui vous dit qu'il en a besoin, parce que c'est comme ça qu'il arrive à supporter ses douleurs, de lui dire que bah non, c'est pas possible, et à côté de ça, lui prescrire des morphiniques, des tricycliques, des trucs qui vont honnêtement avoir un impact sanitaire considérable et parfaitement maîtrisé pour le coup. Et c'est compliqué côté parlementaire de dire bah non, c'est pas possible, mais ça existe dans beaucoup de pays autour de nous. Donc la situation ne me semblait plus tenable. Et depuis quelques prises de position publiques, j'ai eu la surprise de voir qu'un certain nombre des patients que je suivais déjà, et qu'un certain nombre d'autres patients de la région, mais qui viennent en consultation parce qu'ils espèrent qu'ils vont pouvoir repartir avec une ordonnance, je me suis rendu compte que la proportion de malades qui souffrent de ce type de pathologie à composante neuropathique et qui s'automédiquent déjà en secret ou qui aspirent à pouvoir le faire est assez importante. Elle est assez importante. Certains, un patient qui dit, moi j'avais jusqu'ici mon plan qui me permettait de tenir avec mes douleurs. C'est quelqu'un qui avait fait une chute d'une falaise de 110 mètres, donc il avait eu des multiples fractures avec des douleurs séquelaires et des ruptures de tendons et de nerfs. Donc vous imaginez le type de douleur qu'il peut avoir quelques années plus tard, et qui dit mais en fait mon épouse travaille au contact d'enfants et donc je crains une descente de flics à la maison qui ferait que... Donc c'est des gens qui partent en Suisse, moi j'habite Grenoble, donc des gens qui vont en Suisse mais qui reviennent en passant la frontière en se disant mais je suis dans l'illégalité. J'ai vu une femme de 72 ans atteinte d'un cancer avec des douleurs chroniques, qui avait perdu du poids sous morphine, qui avait perdu l'appétit, qui avait des effets indésirables pas possibles, et qui m'a dit mais en fait c'est ma petite fille qui m'a fait essayer une huile de cannabis. Elle dit mais j'ai repris 14 kilos. Voilà, vous imaginez, on connaît ces effets pour le coup du cannabis sur le fait que ça donne faim, que ça accélère le transit, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas en rester à la situation dans laquelle on est. Donc vous m'avez fait venir pour peut-être donner cet avis, que je pense parler au nom d'un très grand nombre de collègues, issus de tous bords politiques. J'ai vu en fait aucun collègue parlementaire qui soit venu me voir en disant il ne faut pas le faire, quel que soit le parti concerné. Hein. Pour ceux qui sont venus me parler, ils sont tous en train de dire mais évidemment qu'il faut être capable de le faire. Je n'ai vu aucun frein politique nulle part. J'ai vu par contre des velléités de certains collègues qui veulent aller vers ce qu'ils appellent le bien-être, c'est-à-dire rejoindre le débat sur le cannabidiol, dans lequel je ne m'inscris pas, et ce depuis le début, et d'autres collègues qui cherchent également à ouvrir le cadre vers ce qu'ils appellent le récréatif, si tant est que le cannabis puisse être récréatif. Aujourd'hui, c'est plutôt une pratique toxicomane, donc le côté récréatif peut être discuté d'un point de vue sémantique. Mais moi, je fais vraiment la part des choses entre l'usage médical d'une partie qui doit être totalement cloisonnée vis-à-vis des autres débats qui peuvent traverser la société, s'agissant des autres pratiques de consommation du cannabis. Ce sont des débats qu'on peut avoir par ailleurs, mais ce n'est pas l'usage médical n'est pas une porte d'entrée vers autre chose, ce n'est pas un cheval de Troie ou un pied dans la porte. Ça c'est important parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des freins politiques qui puissent apparaître, parce que je pense aux malades justement qui sont en attente. Donc quelle est la demande, à la fois comme politique et comme neurologue aujourd'hui? La demande, elle est qu'on puisse, dans des délais rapides, pouvoir faire des ordonnances sous une forme que vous déterminerez, pour des indications qui sont à la fois circonscrites, mais qui supportent aussi certaines indications borderline. C'est-à-dire que si on est uniquement dans la douleur neuropathique, pour tout ce qui va être céphalée complexe avec des gens qui sont déjà automédiqués par exemple, ou pour des gens qui sont en totale impasse thérapeutique alors qu'on a tout essayé et qu'on se dit ça pourrait peut-être valoir le coup puisqu'on a des patients qui ont le même type de céphalée et qui peuvent être soulagés, il faut qu'on puisse pouvoir l'expérimenter aussi chez ces patients-là, parce que sinon on va leur faire perdre un temps précieux et qui sont en attente. Et moi je suis vraiment surpris de voir le nombre de gens qui aujourd'hui viennent en disant on a peut-être ce nouvel espoir. Alors je suis toujours très très vigilant par rapport à ça, et je leur dis on ne sait pas du tout expliquer pourquoi ça marcherait chez vous et pas chez quelqu'un d'autre, ce n'est absolument pas garanti, mais par contre c'est une option thérapeutique qui doit pouvoir être ouverte, puisqu'il y a des gens qui correspondent, qui ont à peu près les mêmes symptômes que vous et qui peuvent être soulagés par ailleurs, par le cannabis. Donc il faut qu'on puisse avoir un cadre expérimental assez large. Moi j'espère que les premières analyses de l'expérimentation montreront que ça ne sert à rien de poursuivre l'expérimentation, parce que finalement il y a une efficacité
suffisante pour qu'on puisse élargir le cadre. Mais voilà, dans le choix des indications, qu'on puisse avoir cette possibilité d'avoir une indication presque compassionnelle pour des douleurs, toujours en lien avec ma partie neurologique, qui pourrait justifier qu'on l'essaye. Donc sur la question du nombre de patients, je pense que le nombre de patients sera très lié au nombre de prescripteurs. Il y aura une formation nécessaire des médecins prescripteurs au préalable, ce qui devrait limiter le nombre de médecins qui seront prescripteurs dans le cadre de l'expérimentation, mais il va falloir quand même aller les chercher, ces médecins, pour qu'on en ait suffisamment pour avoir une bonne cohorte de patients. Moi, je suis tout à fait d'accord avec un cadre expérimental qui assure, justement par la qualité du protocole expérimental, qu'on aura suffisamment de patients et suffisamment de médecins. Ce serait très rageant et très mal compris par la population si on n'arrivait pas à avoir suffisamment de médecins prescripteurs dans le cadre de l'expérimentation. J'imagine qu'il faut avoir un suivi en vie réelle, un suivi de cohorte en vie réelle de ces patients, puisqu'on ne dispose pas des études de phase 3 ou 4 classiques des médicaments, puisqu'il n'y a pas eu de commercialisation à grande échelle par des laboratoires en tant que tels. Et donc cette observation en vie réelle devrait pouvoir nous permettre de regarder chez qui c'est le plus actif et les éventuels effets indésirables et la balance bénéfice sur effets indésirables. Donc moi, je pense qu'il faut à la fois qu'on soit simple et prudent. Prudent dans le sens qu'il ne faut pas faire évidemment n'importe quoi, mais simple dans le sens où moi je postule que rapidement on sera confronté à une limitation du cadre expérimental, par le cadre expérimental du nombre de patients qui sont en attente. Je vous assure, je suis très très surpris. J'ai beau consulter le lundi matin, j'ai déjà une file active d'au moins une quinzaine de malades. Les 3/4 d'entre eux sont déjà en automédication et patients experts, et je peux vous dire que le ratio CBD-THC qui leur convient, ils le connaissent. Et certains vous disent que le matin, ils ne consomment que des produits à forte teneur en CBD et très faible en THC, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent capables à la fois d'assumer une journée et d'avoir une restriction des douleurs. Mais par contre, quand arrive le soir et le moment de se coucher, ils ont parfois des douleurs nocturnes qui peuvent les réveiller, et là, ils augmentent un peu le ratio de THC par rapport au CBD. Ils sont plus experts que nous, et ces patients-là qui consomment depuis des années le seront de toute façon plus experts que nous, même avec quelques années de pratique. Sur les formes galéniques, il ne s'agit pas, je pense, d'autoriser la consommation en combustion, puisque l'idée n'est pas de créer un autre mal sanitaire. Par contre, la forme vaporisée, le système à l'allemande, je crois, où il y a un vaporisateur qui est à domicile qui a l'air de plutôt bien fonctionner. D'autres patients ne supportent pas l'idée d'inhaler, ils souhaitent pouvoir l'utiliser en huile, en crème. Certains font ça maison, d'autres l'achètent à l'étranger. Enfin voilà. Donc il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça, évidemment. Dans le cadre expérimental, il faudra aussi vérifier que les patients chez qui on prescrit des dérivés du cannabis ne consomment que ces dérivés-là et n'avaient pas consommé par ailleurs d'autres dérivés pour lesquels ils étaient déjà coutumiers. Donc il faudra aussi qu'on travaille en confiance avec les patients qui sont inscrits dans le protocole thérapeutique. Vous dire que la question du financement de l'expérimentation, qui est une question évidemment importante, ne me semble pas devoir être un frein, compte tenu de l'importance que revêt cette expérimentation aux yeux de la représentation nationale et aux yeux des Français, et que s'il s'avérait nécessaire d'avoir un vecteur budgétaire, je pense qu'on pourrait tout à fait le discuter si ça avait sa place dans un budget de la sécurité sociale, sans quoi probablement qu'on devrait pouvoir trouver quand même des crédits. En tout cas, moi je m'engage à être le plus actif possible pour que le financement de l'expérimentation ne soit pas un frein. Et ensuite, un dernier mot introductif sur la filière de production. J'entends qu'il n'y a pas aujourd'hui, et par essence, puisque c'est interdit dans la loi de filière de production française métropolitaine de cannabis à usage thérapeutique, mais plusieurs sociétés et territoires d'ailleurs se font jour, qui proposent leurs services en disant qu'ils sont experts déjà en extraction et qu'ils pourraient rapidement mettre sur pied une filière productive nationale française. Je pense que ça ne serait pas gâcher l'expérimentation que de permettre aussi de développer cette filière de production française. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, tout en rappelant qu'on n'a pas besoin d'avoir de débat parlementaire sur cette question, puisque c'est l'article R5132-86 du Code de santé publique qui autorise depuis 2013 l'emploi des dérivés du cannabis. Cet arrêté exclut spécifiquement cannabis, plantes et résine, mais c'est un arrêté qu'il faut modifier pour ne plus exclure
les dérivés du cannabis, et donc on n'a pas besoin d'avoir un long débat parlementaire, ce qui ne gâche rien, parce que sinon on se donnerait rendez-vous dans 1 ou 2 ans probablement au mieux pour commencer à discuter du cadre expérimental. Donc il n'y a pas de frein législatif, il n'y a pas de débat au Parlement à avoir sur ces questions. Donc la question, c'est très gentil à vous, j'y suis très sensible de me proposer de venir être auditionné, mais je ne suis pas venu vous demander de m'aider à lever un frein législatif, mais vraiment vous dire, au nom en tout cas de la partie de la représentation nationale avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter, qu'on est très attentif et très allant sur cette question. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour ces commentaires et puis à la fois ces propositions et ces commentaires sur le cadre expérimental. Donc moi, j'ai noté plusieurs choses. La question des indications qui vous interpellait, qui est avec la question d'élargir peut-être ces indications ou d'aborder des dimensions plus compassionnelles. Il y a la question qui va revenir, je pense, plusieurs fois dans la journée, qui est la question des prescripteurs, puisqu'on sait bien que s'il n'y a pas de prescripteur, il n'y aura pas de prescription, et donc il n'y aura pas de cannabis thérapeutique et de patients traités. Quel est votre avis précisément sur ce cadre expérimental qu'on vous a proposé la semaine dernière et qui proposait effectivement une instauration de traitement par des médecins exerçant dans des services spécialisés et un relais ensuite chez les médecins généralistes? Est-ce que, quand vous évoquez cette notion de limitation des prescripteurs, est-ce que vous évoquez la question d'une primo-prescription d'emblée par le médecin généraliste? Non. Je crois que la primo-prescription, dans la phase au moins initiale de l'expérimentation, elle doit être hospitalière et relevée de spécialistes d'organes très impliqués dans ces questions. Parce qu'en plus, il y aura une formation obligatoire pré-prescription. Moi, à titre personnel, j'aimerais pouvoir être en mesure de le prescrire, par exemple. Moi, je veux bien m'engager ce sera aussi un symbole, peut-être, mais moi, je veux bien m'engager à suivre la formation en e-learning pour pouvoir prescrire. Et en étant neurologue hospitalier en CHU, j'imagine que ça fait partie des services spécialisés. Pouvoir participer à ce cadre expérimental, ce sera aussi peut-être une garantie de suivi du cadre expérimental qui est pas complètement inintéressante pour pouvoir en faire un rapport auprès de mes collègues parlementaires. Donc, sans être jugé parti, mais se dire, voilà, ça m'intéresse aussi comme médecin et comme parlementaire. Donc, une prescription initiale par des spécialistes d'organes, j'imagine, neurologues pour les douleurs neuropathiques, spécialistes de la douleur, ça me semble indispensable. Sur les indications psychiatriques, j'ai moins la compétence, mais j'ai vu qu'il y avait des recours en psychiatrie par moment, mais voilà, je ne sais pas si c'est la priorité dans le cadre expérimental, j'en suis pas complètement sûr, et ça, je n'ai pas d'avis d'expert à donner sur la question. Sur des médecins, peut-être des médecins oncologues qui ont des patients qui ont des douleurs aussi, qui vont gérer ces douleurs-là. Donc voilà, on peut avoir un cadre assez circonscrit, prescription hospitalière initiale. Par contre, si on se rend compte que rapidement ça se passe bien, avoir un renouvellement par un médecin généraliste me semble être tout à fait licite, de la même façon qu'on le fait très volontiers sur des médicaments à prescription limitée. Probablement une délivrance, je l'imagine comme ça, probablement une délivrance en pharmacie intra-hospitalière, au moins en phase initiale, avant dans un deuxième temps d'avoir recours à la pharmacie de ville, lorsque les circuits d'approvisionnement seront suffisamment efficients pour ce faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. Gilles Aidant. Oui, c'est le neurologue répond au neurologue. On a beaucoup travaillé autour de la prescription, en tout cas dans une indication qui n'est pas les céphalées, mais qui est la spasticité douloureuse, la sclérose en plaques ou des myélopathies sévères, qui donnent des douleurs qui sont difficiles à traiter. Et on a mobilisé déjà l'ensemble d'une structure qui est intéressante parce qu'elle a été accréditée par les agences régionales de santé. Les responsables ont été désignés comme pouvant conduire des approches multiprofessionnelles et multidisciplinaires dans lesquelles il y a des rééducateurs, il y a des infirmières d'éducation, il y a des neurologues. Voilà. Et en l'espace de 3 jours, les 23 régions françaises ont répondu qu'ils étaient tout à fait prêts à être des prescripteurs. Ils ont déjà donné la liste des prescripteurs médecins et rééducateurs. Donc il y a vraiment une organisation. Et de plus, je crois qu'il y a peut-être une opportunité pour la France qui n'arrive pas en première position pour le cannabis thérapeutique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a quand même des organisations qui ont été bien mises en place, et je pense en particulier pour l'expérimentation. Il y a dans le domaine de la sclérose en place un réseau FCRIN qui a comme objectif de favoriser l'engagement des neurologues experts
dans la recherche académique ou industrielle, et qui est prêt à contribuer très largement avec déjà des référents professionnels d'évaluation, hein, des arcs qui existent dans toutes les régions. Il y a déjà le listing, pour être prêt à faire ce qui serait une originalité, c'est-à-dire à l'échelon de tout un pays, dans toutes les régions, d'être en mesure de pouvoir recueillir des données selon un cahier des charges précis, dans lequel il y a un engagement, hein, en plus d'une formation, mais qui permettrait peut-être au fond, par ces études observationnelles de haute qualité, de pouvoir véritablement mesurer ou savoir d'une part le bénéfice qui en a été tiré, et d'autre part aussi les effets négatifs qui pourraient éventuellement accompagner, et les conséquences autour de la prise, vous l'avez cité pour les céphalées, hein, autour de la prise d'autres médicaments qui ne sont plus pris. Mais je trouve qu'avoir dans une première approche pour sécuriser, pour rendre service, un niveau d'exigence quand même, et c'est en cela que si un neurologue souhaite prescrire, il peut se rapprocher d'un centre. Alors, je parle pour ceux dans le cadre de la sclérose en plaques ou des myélopathies donnent des douleurs, mais il y a tous les centres antidouleurs aussi qui vont s'organiser, mais peut-être avoir au moins dans un premier temps cette exigence de qualité pour qu'au moins on puisse avoir dans le flou quand même du bénéfice réel, au-delà des exemples ponctuels que vous donnez, mais d'en avoir l'ampleur sur une échelle assez grande. Je crois que cette proposition, me semble, mérite d'être discutée en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à la fois très rassurant et très stimulant de savoir qu'il y a déjà des réseaux qui sont organisés dans les prises en charge. Évidemment, la spasticité de la CEP, j'en ai pas parlé, mais ça transpire quand on parle de cannabinoïdes à usage médical, évidemment, parce que l'échec de l'accessibilité au Sativex, et puis les études qui sont parfois pas phénoménales sur la question du Sativex méritent d'être confrontées à l'expérimentation du cannabis en tant que tel. Mais bien sûr que c'est important. Il ne faudrait pas que les 500 ou les 1000 patients qui feront partie de l'expérimentation soient tous atteints de spasticité. Or, des patients qui souffrent de spasticité ou d'origine maladie neurodégénérative et ou d'origine neurovasculaire, il ne faudrait pas que la totalité de ces patients rentrent dans ce cadre-là. Il faut aussi qu'on puisse tester, c'est ma seule alerte, c'est qu'on puisse aussi tester en vie réelle l'usage des cannabinoïdes dans la prise en charge de douleurs réfractaires d'origine mixte et qu'on n'arrive pas à soulager. Donc, et ça sera plus compliqué sur un échantillon de patients qui sera finalement limité à quelques centaines ou un millier. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de démontrer avec une puissance statistique suffisamment forte qu'effectivement, ils suppriment tout ou partie de leur traitement par ailleurs et que l'impact sur la qualité de vie est manifeste. Donc comme vous avez un cadre expérimental pour des indications potentiellement multiples, variées et très indépendantes les unes des autres, quand on parle de la douleur dans la prise en charge d'un cancer suite avec la présence de métastases, à des douleurs neuropathiques, à la spasticité, en fait on est en train d'avoir une expérimentation. Ce serait presque plusieurs expérimentations en fait. Bon, il est choisi et c'est tout à fait, c'est beaucoup plus pratique de faire une seule expérimentation avec des multiples indications. Il faudra que dans la répartition des différentes populations testées, il puisse y avoir de la place pour tout le monde. Sinon on restera un peu sur notre faim et on prendra du retard. En fait, que vous dire ? C'est très compliqué quand vous êtes face à mais ça vous le savez, quand vous êtes médecin, que vous êtes face à un malade qui vous dit j'ai besoin de ça et je sais que ça marche. Et aujourd'hui, j'y ai pas accès ici dans ce pays. C'est déjà très compliqué de dire aux malades, écoutez, c'est pas possible en France. Je comprends bien que ça, et je vous crois quand vous dites que ça vous soulage, mais c'est pas possible et c'est illégal et je ne peux pas vous aider à vous soigner. Là, il va y avoir un espoir très important pour un grand nombre de malades qui, ça y est, on va enfin pouvoir rentrer dans la légalité et pouvoir se soigner de meilleure façon et sans que ça nous coûte aussi énormément d'argent. Voilà, ce sera compliqué de différer très longtemps la réponse pour ces malades. Donc, bien sûr, c'est très bien. Et pour la spasticité, je pense que c'est la première indication qu'il faut évidemment dans laquelle il faut pouvoir l'expérimenter, avec des réseaux solides dans les territoires. Mais au-delà de ça, encore une fois, j'insiste sur le mot compassionnel. Il y a quelque chose qui... Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Laure Coppel. Merci beaucoup et on est content de savoir qu'on a un peu votre soutien. J'ai noté que vous utilisiez beaucoup comme terme le cannabis médical alors que nous on avait utilisé le cannabis thérapeutique. Je pense que c'est vrai que c'est une question importante. À visée thérapeutique. À visée thérapeutique, absolument. Oui, mais là c'est marqué thérapeutique. En tout cas, non mais je pense que c'est vrai que en fait ma question, la question que j'ai envie
de vous poser. C'est une question, oui, d'accord, on est vraiment dans un cannabis médical, si vous voulez, et il ne faut pas que ce soit un cheval de Troie, et donc on va pouvoir le défendre. Néanmoins, on est aussi quand même avec une attention de santé publique, et on a pu entendre ici que, je ne sais plus si c'était 50 ou 80% des 15 ans pensent que c'est pas mauvais pour la santé, alors que ça l'est, etc. Donc là, j'ai envie d'interroger le politique. Si on met ce produit à disposition des médecins et des malades qui en ont besoin, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire d'un point de vue préventif pour que le message sous-jacent ne soit pas le cannabis c'est bon pour la santé, ce qui est, dans la petite enquête que j'ai fait autour des adolescents qui m'entourent, 100% de la réponse. Quand j'ai dit on risque d'autoriser le cannabis à visée thérapeutique en France, est-ce que tu crois que ça veut dire que c'est bon pour la santé? 100% ont commencé par me répondre oui. Puis après, il y en a 50% qui ont fait peut-être pas. Et donc, en fait, je pense qu'il y a quand même à réfléchir. Bien sûr que ce n'est pas notre propos. Nous, on veut que s'intéresser au cannabis à visée médicale, mais n'empêche qu'on a quand même une attention à la santé publique et surtout avec un politique en face. J'aurais envie que vous me donniez votre avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter le mix-mac, qui d'ailleurs, cette semaine, a bien eu lieu, puisqu'ils nous ont fait 2 annonces le même jour ou presque, que tout le monde a mélangé. C'est sûr que ça n'a pas aidé. C'est pas faux d'avoir essayé de faire repousser cette sortie en faisant attention, ne mélangez pas tout, parce que sinon, encore une fois, pour les malades, ça peut pas être une façon de retarder l'accès au traitement. Pourquoi je parle d'usage médical du cannabis? Je parle même souvent d'usage médical des cannabinoïdes, justement parce que la sémantique a sa place. Voilà. Ça a sa place. Quand on dit cannabis thérapeutique, alors je concède ça volontiers à l'Académie de pharmacie qui s'est prononcée la semaine dernière en disant que le cannabis ne peut pas être thérapeutique. Peu importe, mais usage médical, enfin l'Académie de pharmacie s'était opposée aux salles de consommation à moindre risque avec le professeur Costantin que j'avais eu le loisir d'auditionner à l'Assemblée. C'était une audition qui s'était passée sous tension, d'une tension assez rare, parce que je ne sais pas si c'est lui qui s'est prononcé en l'occurrence sur la question du cannabis, mais je me souviens qu'à l'époque ça avait été un peu chaud parce que c'était une position très moraliste et non pas tellement scientifique qui avait été adoptée par l'interlocuteur. Mais l'Académie propose qu'on ne parle pas de cannabis thérapeutique, et ça ne me choque pas de parler d'usage médical, ou voire usage médical des cannabinoïdes. Que vous dire? Je pourrais vous répondre, est-ce que la morphine est considérée comme étant bonne pour la santé par les jeunes aujourd'hui, alors même qu'elle est utilisée en médecine au quotidien dans tous les hôpitaux français pour soulager les douleurs. Je crois qu'il y a une confusion dans les esprits sur le produit. On est le pays qui est à 45% de consommation, 45% de la population reconnaît avoir déjà consommé du cannabis âgé de 14 ans et plus. Donc de toute façon, c'est un usage qui est rentré dans la pratique courante. Est-ce qu'il existe des sociétés sans drogue? J'en suis pas convaincu, je suis même convaincu du contraire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément considérer qu'on n'aurait pas le choix? Non, et encore moins chez les jeunes que chez les moins jeunes. C'est un autre débat, je dis que je ne voulais pas rentrer dans ce débat en particulier. Je crois qu'il sera tentant pour un certain nombre de gens de faire le parallèle entre le thérapeutique et le non thérapeutique. J'ai même un collègue député qui a fait une interview la semaine dernière en disant que c'était le début et qu'ensuite on irait vers le récréatif. Chacun est libre de porter les combats qu'il a envie de porter. Voilà. Je crois que dans mon questionnement, c'est vraiment tourné vers les malades. Je pense que vous l'avez compris. Et le nôtre aussi, mais en fait, ma question, du coup, je vais la préciser un peu. Ouais. Ou plutôt ma réflexion actuelle, mais je ne sais pas si j'ai raison, puis on en parlera un peu plus tard, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en parallèle, puisque de toute façon les parallèles sont mis même quand on ne le veut pas, mais que ce soit du coup nous qui le décidions, ou plutôt vous, l'État, une campagne de prévention sur les risques, en même temps qu'on va pouvoir débattre et entendre parler de ce qui va être mis en place d'un point de vue médical. Si, on est sans doute pas très bon en prévention de la consommation de cannabis. On a pourtant un fonds addiction maintenant qui a été doté de façon conséquente. On est au-dessus de 100 millions d'euros de dotation du fonds. Il y a une partie de ce fonds qui est utilisée pour les substituts nicotiniques, mais une autre partie qui est liée et doit être utilisée pour des campagnes grand public. On est en train c'est un peu le rocher de Sisyphe, hein, c'est sur cette question-là. Mais oui, on peut assortir ça d'une campagne qui distinguerait vraiment l'usage médical pour dire attention, c'est pas parce qu'on autorise l'usage médical qu'il faut en consommer dans les lycées. Oui, tout à fait. Mais de façon générale, je disais ce matin dans la voiture en venant vous retrouver que San Francisco venait d'interdire les cigarettes électroniques. Parce qu'ils se sont dit la proportion de jeunes qui consomment des cigarettes électroniques est passée de 2 à 20 ou 25% l'espace de quelques années, et donc ils disent attention, danger.
Les campagnes de prévention n'ont pas été faites en direction des jeunes sur le fait que la nicotine rend puissamment dépendant et que c'est pas parce que ça provoque moins de cancer et de maladies vasculaires qu'il faut rentrer dans la consommation de nicotine à travers un vecteur où il n'y aurait pas de combustion. Et pour autant, j'objecte aussi que la proportion de jeunes fumeurs a chuté de 35% grâce à la cigarette électronique à San Francisco. Et qu'on est passé de 22 à 14% d'une classe d'âge au lycée qui fume. Donc je veux dire, l'impact sanitaire, moi je demande à ce qu'il soit mesuré avant de dire qu'on interdit. Comment on peut interdire les cigarettes électroniques tout en autorisant le tabac? Enfin, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Mais à nouveau, la réponse, elle repose surtout dans la prévention et d'être capable de passer les bons messages auprès des jeunes. Quand vous êtes dans un outil de consommation courante comme le cannabis, qui est presque devenu un rituel de passage dans les lycées quand c'est pas dans les collèges, c'est très compliqué. C'est l'âge de la subversion, l'adolescence. C'est un discours moraliste qui marche pas. De la même façon que si vous dites aux jeunes, faut pas fumer, ça va te tuer, il ne sait pas ce qu'on lui raconte. Par contre, si on lui explique quelles sont les conséquences du tabac sur les artères, que ça provoque des plaques d'athérome, des lésions, que ça peut provoquer des mutations génétiques, si on prend la peine d'expliquer correctement en faisant un vrai programme d'éducation à la santé auprès des jeunes en prévention primaire, avant le premier contact, plutôt que d'être dans une posture purement moraliste sur un public adolescent, on aura plus de succès. Ben, c'est pareil pour le cannabis. Je veux dire, la pharmacopsychose cannabique, c'est pas une légende, c'est pas une licorne, ça existe. Et des gamins, le problème c'est qu'on est, et ça c'est notre politique pénale qui le veut, mais on est incapable dans notre pays de faire le distinguo entre le cadre qui va consommer du cannabis avec ses amis un samedi soir, comme il aurait pu prendre une cuite au vin ou au champagne. On est incapable de distinguer ça de la situation du jeune de 15 ans déscolarisé, désocialisé, parce qu'il va commencer à fumer de plus en plus tôt dans sa journée et qu'il va perdre des années qui sont précieuses, et avec des impacts sur les formations, sur le développement cérébral. Donc comme on a une position qui est de dire de toute façon ça ne doit pas exister, on se prive d'un programme de prévention. Mais je ne veux pas être trop long, mais la France en matière de réduction des risques, on a toujours été à la ramasse. Enfin, on a mis 35 ans à ouvrir la première salle de consommation à moindre risque par rapport à nos voisins suisses. Les échanges de seringues, c'est pas l'État qui l'a voulu, c'est les associations qui ont fait pression et qui ont dit on le fait quoi qu'il arrive. La substitution aux opiacés, elle est arrivée tard. Et on est encore en train de débattre de l'accès de pardon, mais je ne sais pas si vous travaillez sur la question, on est encore en train de débattre de l'accès libre à l'analoxone pour éviter des morts subites par overdose, alors que ça existe dans des tas de pays autour de nous. Donc on a ce problème-là, alors qui est plus un problème politique dont il faut qu'on puisse s'occuper. Mais après, ça remonte à toute l'histoire de la prise en charge des toxicomanies, le rôle de la psychanalyse, etc., pendant des années en France. Merci. Il nous reste 1 minute. Non, il n'y a aucun problème. Je voudrais juste dire une chose, c'est que d'un point de vue sémantique, il faut qu'on apprenne aux gens ce que c'est qu'un médicament. On ne se pose pas la question si prendre un anticoagulant, c'est bon pour la santé. On ne se pose pas la question de savoir si un anticancéreux, c'est bon pour la santé en général. C'est parce qu'il y a une maladie, il y a un médicament. C'est de parler des cannabinoïdes comme médicaments dont on est en train de parler. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une explication d'un terme, d'un produit qui s'avère avoir les propriétés d'un médicament et ce que veut dire un médicament. L'exemple de la morphine est un excellent exemple. La morphine est un médicament utile pour soigner des syndromes douloureux qui sont intenses. En aucun cas, ça justifie de consommer de la morphine pour son plaisir récréatif. On a cet exemple de la morphine, qui d'ailleurs est peut-être insuffisamment prescrit au bout du compte pour des gens qui souffrent, et c'est toute la campagne qui a été, et tout l'effort d'éducation qu'ont fait les centres antidouleurs pour cela, mais je crois qu'il va falloir bien utiliser les bons termes. Peut-être faut-il abandonner le mot cannabis et mettre cannabinoïde pour justement créer un choc peut-être de réflexion de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais il faut vraiment expliquer ce que c'est qu'un médicament avec des effets secondaires et c'est toujours un cadre d'une maladie, et ce n'est pas un cadre en général pour la population générale. Je veux juste rebondir, je ne suis pas d'accord. Grande prescripteuse de morphine, la morphine c'est une molécule et le cannabis, en l'occurrence celui dont on parle là, c'est une plante qui a 600 molécules dedans. Donc on ne peut pas dire cannabinoïde si on parle du cannabis. Je pense vraiment. Puis l'histoire de la morphine est très liée à l'histoire de l'héroïne, c'était l'usage sur les champs de bataille entre la France et la Prusse. On a commencé par ça avant de se rendre compte que ça rendait les gens trop dépendants et qu'on a développé ensuite en pharmacopée. L'histoire des drogues, elle est aussi passionnante à suivre pour comprendre pourquoi on en est là. L'usage des drogues a été interdit en France à la fin des années 60. Jusqu'à la fin des années 60, la possession et la consommation étaient légales. Et c'est finalement quand la France a perdu ses colonies que l'usage a été réprimé et totalement interdit. Enfin, je veux dire, c'est aussi intéressant de voir ça. Quand on voit le rapport de la France à l'alcool, pardon, je vais me faire des ennemis si je dis ça, mais je veux dire, quand on voit le rapport, la difficulté qu'on a à parler de santé publique, de prévention en consommation excessive d'alcool, dans notre pays qui est un pays producteur, voilà, tout est lié en fait, l'économique, et c'est pas inintéressant de voir que
ressurgit la question de la légalisation du cannabis par l'intermédiaire de la question du développement économique de territoires porté par des élus de ces territoires. Enfin, tout est extrêmement lié. Donc prudence, effectivement, dans les discours et dans la façon dont on communiquera. Et j'entends la nécessité de travailler en parallèle sur les messages de prévention à l'intention des publics les plus jeunes notamment. Georges, mais vraiment, parce que c'est toi. Oui, merci beaucoup. Sur la prévention, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a de la prévention qui est faite en France depuis longtemps. Je pense qu'il faut faire attention de nos propres représentations sur la représentation des adolescents, en ce qui concerne le cannabis notamment, et que notre message à nous, il y a longtemps qu'ils ont des représentations qui évoluent pour leur propre compte. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue, nous, à faire la prévention. On en fait auprès des jeunes. Il y a tout un tas d'intervenants en préventologie qui doivent également être formés à la question de qu'est-ce que le cannabis thérapeutique. La sémantique a un rôle, c'est vrai, mais il y a des phénomènes et des notions très complexes qui sont sous-jacentes et qui vont au-delà de ce qu'on pense des représentations des adolescents. Il faut qu'on se méfie de ça. Mais je voudrais juste revenir sur 2 points. Merci pour les patients experts. Je pense que c'est vraiment important d'écouter les patients, ce que visiblement n'a pas fait l'Académie de pharmacie. Deuxième point, et ça me semble un point important, il faudra probablement pour l'expérimentation qu'on ait un recueil au-delà, quel que soit le nombre de patients qu'on ait un recueil pour savoir quels sont les patients qui ont cette propre expertise et qui n'ont pas forcément accès à l'expérimentation, pour avoir une vue réelle d'ensemble de patients qui ont accès à, quel que soit le moyen, à ce cannabis, pour se soulager, et qui n'auront pas forcément peut-être accès à l'expérimentation pour avoir une vue d'ensemble de ces expérimentateurs. Premier point. Deuxième point, je pense que c'est important et vous l'avez dit, merci, en ce qui concerne le financement. L'expérimentation devra être financée et ensuite au-delà de ce financement-là, il y aura la question de combien ça va coûter. Et dans l'expérimentation, on devra s'interroger sur le modèle pharmaco-économique, c'est-à-dire, et vous l'avez dit, combien va finalement, qu'est-ce que va permettre le cannabis thérapeutique à économiser en termes d'hospitalisation itérative, de médicaments qui sont prescrits, d'addiction aux opiacés, et on doit mettre le paquet, parce que sinon on va arriver à un moment donné de nous dire mais vous demandez de l'argent supplémentaire pour financer un médicament supplémentaire. Or, ce qu'on propose, c'est évidemment un médicament supplémentaire, mais comme vous l'avez dit, on l'a tous dans nos patients qu'on suit, des patients qui ont arrêté tout un tas de médicaments, tout un tas d'hospitalisations, et même de suivi, donc ils coûtent moins cher, mais il va falloir le prouver, il va falloir le montrer, sinon on n'arrivera pas à aller au-delà de l'expérimentation, c'est-à-dire au financement de ce projet. L'intérêt médico-économique, il reste à démontrer. Moi, je pense qu'il sera démontré assez aisément. Et j'imagine que vous avez reçu des patients experts, justement, qui vous ont parlé, où vous les connaissez dans votre pratique, qui vous expliquent avec énormément de clarté la découverte du produit, l'impact que ça a eu sur leur vie au quotidien, etc. Ça nous met vraiment en échec, quoi, de se dire, mais... C'est très compliqué de se retrouver face à un malade qui vous dit mais il n'y a que ça qui me permet de vivre aujourd'hui. Encore une fois, on ne parle pas du tout de gens qui sont addicts ou qui ont un profil addict ou qui... Donc merci pour le travail que vous menez et puis comptez sur nous en tout cas pour arriver à trouver les moyens de vous permettre de mener l'expérimentation en espérant qu'elle soit très courte, c'est-à-dire en espérant qu'elle montre très vite et très tôt qu'on peut sortir du cadre expérimental, toujours avec une population circonscrite. On ne va pas parler de millions de malades évidemment, mais pour tous ceux qui en ont besoin, ils sont très en attente. Merci, monsieur le député, d'être venu nous faire partager vos commentaires, vos positions aussi par rapport à cette question importante. Et nous vous libérons. Merci beaucoup. On continue cette première série d'auditions alors avec une deuxième personne qui n'a pas pu effectivement... nous rejoindre, qui est M. Alain Milon, qui est sénateur du Vaucluse, qui est président de la Commission des affaires sociales au Sénat, et qui nous a adressé en revanche une contribution écrite. Et je pense que Nathalie Richard va nous lire cette contribution. Voilà. Je pense que c'est plus simple de la lire intégralement. Ça sera... Voilà, c'est pas très très long en plus. Donc, proposé le 15 mai 2019 par le CSST de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le projet d'expérimentation de l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques offre un cadre à la prescription de spécialités dont la composition sera étroitement surveillée et dont les posologies seront maîtrisées. Elle permettra ainsi de prévenir le recours de certains patients à des produits cannabinoïdes obtenus dans d'autres pays européens, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, dont l'intégrité et la sécurité n'auront pas été garanties en dehors de toute surveillance médicale. Le succès et la crédibilité de cette expérimentation sont conditionnés à la pleine adhésion des professionnels de santé et des patients concernés
à la démarche de suivi qui lui est associée. À cet égard, le caractère obligatoire de la participation tant du prescripteur que du patient au registre national électronique de suivi de l'expérimentation constitue une exigence incontournable. Au-delà des données cliniques relatives au patient, à la pathologie traitée, à la titration ou encore à la posologie, il est indispensable que ce registre assure également la collecte de données en vie réelle. Des points routiniers organisés entre le prescripteur et le patient, dont la périodicité pourrait être précisée par la NSM, devrait, selon moi, donner l'occasion aux médecins de compléter les données cliniques traditionnelles par des données observationnelles, tels que les effets indésirables ressentis ou constatés, bien entendu, mais aussi l'observance du traitement, d'éventuelles comorbidités, des interactions avec d'autres médicaments ou encore des facteurs de risque, par exemple pour les personnes insuffisantes rénales ou hépatiques, immunodéprimées, schizophrènes ou bipolaires. Le lancement de cette expérimentation doit en outre être subordonné à la formation préalable des médecins et des professionnels de santé concernés, dont en particulier les pharmaciens hospitaliers. Le suivi de cette formation doit conditionner l'éventuelle labellisation des centres de référence multidisciplinaires envisagés par le projet d'expérimentation. À cet égard, les centres d'évaluation et de traitement de la douleur labellisés par les agences régionales de santé, déjà répartis sur le territoire, pourraient, à mon sens, constituer un premier niveau de structure susceptible de participer à cette expérimentation. En tout état de cause, la délivrance du cannabis thérapeutique par les seuls médecins spécialistes habilités et rattachés à ces centres est de nature à garantir le respect du strict périmètre des indications définies par le projet d'expérimentation. Un annuaire des structures habilitées dans le cadre de l'expérimentation pourrait permettre, par exemple, aux médecins responsables du traitement et du suivi du patient de l'adresser à la structure la plus pertinente. Il semble en effet préférable que ces structures soient accessibles, dans un premier temps, non pas directement au patient, mais sur avis préalable du médecin chargé du suivi de sa pathologie. En fonction des résultats de l'expérimentation, l'extension du droit de prescription à d'autres médecins intervenant dans le parcours de soins pourrait alors être examinée. Bien que la fabrication de spécialités pharmaceutiques contenant des substances cannabinoïdes soit autorisée en France depuis 2013, il est probable que la quasi-totalité des produits susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'expérimentation proviennent d'entreprises étrangères. En application de la réglementation européenne et nationale en matière de sécurité du médicament, la traçabilité de ces produits, non encore commercialisés en France, devra par conséquent faire l'objet d'une vigilance particulière. La question se pose également des marges de manœuvre dont disposeront les pharmaciens hospitaliers afin, le cas échéant, d'adapter la posologie ou la forme galénique de ces produits pour tenir compte des caractéristiques du patient, notamment dans le cadre d'un usage pédiatrique. À cet égard, j'invite la NSM et les représentants des professionnels concernés à réfléchir aux conditions d'encadrement de préparation magistrale à base de cannabinoïdes par les pharmaciens hospitaliers, si tant est que le principe de ces préparations magistrales soit jugé pertinent. Je souhaite par ailleurs mettre l'accent sur l'information complète et loyale du patient candidat à l'expérimentation, ainsi que de son entourage lorsqu'il s'agit d'un mineur. Compte tenu d'un soupçon de lien entre la consommation de cannabis et l'aggravation de troubles psychotiques, notamment par des phénomènes de décompensation pour certaines pathologies psychiques, schizophrénie, bipolarité, cette formation doit venir compléter une analyse rigoureuse du rapport bénéfice-risque pour le patient. Il est bien entendu indispensable qu'elle soit réactualisée tout au long de la phase expérimentale afin de tenir compte d'éventuelles contre-indications nouvelles. À titre d'exemple, la publication d'études interrogeant le lien entre l'administration de cannabis thérapeutique et la prolifération tumorale ou encore le risque de réduction de l'efficacité de certains traitements anticancéreux doit inviter à une certaine prudence en tenant compte des caractéristiques de la pathologie concernée et de son stade d'avancement. Enfin, afin que l'intérêt de l'expérimentation du cannabis thérapeutique ne soit pas remis en cause par les craintes d'un signal indirect de tolérance à l'égard de l'usage récréatif du cannabis, j'invite les pouvoirs publics à mettre en œuvre des actions de communication expliquant les objectifs de santé publique poursuivis par cette expérimentation. En parallèle, les efforts de communication auprès des jeunes sur les risques liés à la consommation récréative du cannabis ne doivent pas faiblir. Au bénéfice de ces observations, je suis favorable au projet d'expérimentation du cannabis thérapeutique proposé par le comité scientifique spécialisé temporaire. Merci pour cette lecture.
Est-ce qu'il y a des remarques? Moi, j'ai une première question comme ça qui me vient, mais je la partage avec vous. Je vois qu'il est évoqué effectivement essentiellement une prescription par les médecins rattachés aux structures. Et dans cette proposition-là, il n'est pas spécifiquement évoqué le relais en médecine générale. Hein, c'est quelque chose qui viendrait après, mais pas forcément dans l'expérimentation. Donc c'est une proposition un petit peu différente. Bon, voilà, l'important, c'est qu'il y ait une garantie, qu'il y ait des données de qualité observationnelle. Oui. Moi, je ne suis pas opposé à l'idée que les médecins généralistes puissent y contribuer s'ils sont prêts à faire que ce suivi puisse se faire en parallèle, mais qu'il y ait des points de rencontre réguliers pour que on puisse évaluer correctement, de façon très rigoureuse, tout ce qui est cité là. On voit bien que c'est écrit par un médecin, hein, de l'arc sénateur, parce qu'on voit qu'il a vraiment pris en compte tous les éléments qui sont importants et qui doivent effectivement être obtenus. Et il ne faut pas rater cette occasion-là qu'on est en train de créer, de pouvoir être vraiment très, très exhaustif dans l'ensemble des données pour pouvoir avoir un jugement adéquat et sorti de toutes les craintes, de tout ce qu'on entend qui retarde un petit peu les décisions. Il va falloir trouver un équilibre clairement entre effectivement cette exigence d'évaluation scientifique et ne pas freiner, décourager les futurs prescripteurs. Parce que bon, la formation est une chose, mais remplir un registre, c'est pas négligeable, c'est pas rien. Remplir un registre, ça peut demander du temps, enfin tout dépend. Donc il va falloir quand même que tout ça soit calibré avec une exigence de faisabilité la plus large possible, parce que sinon on risque d'y avoir un échec tout simplement de l'expérimentation d'ailleurs, ou alors au-delà, enfin je veux dire, qui pourrait peut-être bien se passer effectivement dans le cadre de réseaux qui ont été évoqués, le réseau SEB, le réseau douleur, le réseau onco, etc., qui eux peut-être peuvent se mobiliser plus facilement. Mais si la question du relais en médecine générale n'est pas évaluée, je pense qu'on rate quelque chose quand même, parce qu'à terme, on ne voit pas très bien comment on pourrait faire sans la médecine générale. Il faudra qu'on y réfléchisse, mais c'est vrai que là, si c'est une expérimentation, il faut qu'il y ait des professionnels de l'expérimentation. C'est pour ça qu'au niveau de ce que vous avez reçu pour la sclérose en plaques, vous avez tous les ARC, qui participent à la recherche clinique, qui sont dont c'est le métier, quoi. Donc, et qui vont être mobilisés pour pouvoir vérifier qu'il y a toutes les données qui sont recueillies. Et je pense que ça doit être la même chose pour les centres antidouleurs ou les services d'oncologie. Ils doivent participer à de la recherche clinique. Il faudra un financement pour ça. Ça peut pas être, ça peut pas être uniquement sur la bonne volonté, parce que ça va venir s'ajouter à un travail qui par ailleurs est un emploi du temps qui est par ailleurs bien occupé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, Sophie Croix. Moi, je voulais juste revenir sur deux points, à la fois ceux qu'avait évoqué d'ailleurs, enfin sur le point qu'a évoqué, un des points qu'a évoqué Olivier Véran, et là dans ce texte, qui est autour de la question des patients experts, parce que en fait, je trouve que c'est une question qui est vraiment importante, et je ne sais pas si on en avait autant parlé les dernières fois. En fait, la question que je me posais, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est qu'il va y avoir, et qu'il y aura une réflexion quand même évidemment à prendre en compte. Il y aura des patients pour lesquels il y a déjà eu, enfin qui ont déjà une expérience et un usage du cannabis à visée thérapeutique, avec des taux de THC, voilà, une adaptation qui dépend, on l'a bien entendu ce qu'il disait, qui sera très personnelle. Et du coup, la question que je me posais, parce que du coup, on avait peut-être, je sais plus, enfin j'ai peut-être plus en mémoire, si on avait été très loin dans ces questions de taux, de THC, etc., est-ce que ça sera totalement ouvert, et est-ce que ça sera toujours des préparations magistrales, même si c'est le médecin généraliste, est-ce que ça sera possible d'adapter en fonction de ce que le patient, lui, a comme habitude, parce que sinon, c'est vrai que ça va être problématique, je pense, si on n'est pas en capacité de répondre aux demandes auxquelles les patients sont déjà très habitués. Et puis, il y aura effectivement les patients pour lesquels on a des douleurs réfractaires et qui n'auront pas encore essayé le cannabis à visée thérapeutique. Et là où on aura effectivement... Bon, notre formation, en tout cas en tant que prescripteur, sera hyper importante, parce qu'il faudra qu'on teste les choses progressivement en fonction de l'expérience et de ce qu'on a. Ça, il faudra le guider, il faudra voir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on partira du savoir expert aussi pour cette formation? Parce que ça va être une autre question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la place du patient expert, et puis ça sera des patients différents, je pense vraiment. Il y aura les patients experts et les patients qui n'auront pas encore eu accès à ce... Oui, mais voilà. Mais ensuite, pour ceux qui ont eu,
Est-ce que ça sera vraiment totalement possible d'adapter les taux de THC en fonction? L'idée, c'est effectivement d'avoir une palette suffisante pour pouvoir, notamment sur le plan des différents ratios. Alors, la base, c'est les ratios THC-CBD pour l'instant, même s'il y a d'autres substances associées, mais ça permet quand même ensuite, le ratio n'est pas tout. Ensuite, il y a la quantité qu'on va donner qui va faire le dosage en THC, et donc la posologie n'est pas le ratio, c'est autre chose encore. Donc je pense qu'on peut jouer sur le ratio, jouer sur la posologie, pour pouvoir se rapprocher le plus possible de l'effet attendu par le patient qui est déjà usager d'un cannabis, quelle que soit la forme thérapeutique, mais c'est vrai que c'est très personnalisé, donc on est d'accord que ça... Mais par contre, c'est vrai que c'était aussi posé la question des préparations magistrales. C'est vrai que dans le cadre de l'expérimentation, a priori, c'est vrai que c'est pas vers là, en tous les cas, qu'on tend, au moins dans un premier temps. C'est vrai que on était plus parti, en tous les cas, vous étiez plus parti aussi sur des préparations, enfin des préparations avec des ratios différents et une adaptation à faire, mais pas une préparation magistrale en plus de la part des pharmaciens. Si on s'est un tout petit peu calculé avec 4 gouttes de l'un et une goutte de l'autre, et ça, on sait tout faire. Hein, je pense. Il suffit de calculer un tout petit peu. Certains pays ont évolué vers ça, vers des prescriptions très très personnalisées, vraiment avec des préparations magistrales, effectivement individualisées, tant sur la forme pharmaceutique, pour la mode d'administration, que sur le contenu qualitatif des formes. Mais on n'en est pas encore là, mais au Canada, ils font ce genre de choses-là. Il y avait Marie Geoffrey et puis Catherine Sébé. Sur cette question que vient de soulever Sophie Crozier, qui me semble importante, je me demande si on ne pourrait pas s'appuyer aussi sur l'expérience de la substitution, parce que et interroger quelques médecins qui ont été confrontés à cette question-là, parce que sur les traitements de substitution, on a aussi des patients qui peuvent expérimenter la substitution sur le marché noir dans un premier temps, et qui en tout cas, et qui vont ensuite être amenés à avoir une prescription médicale et donc voir comment se fait l'ajustement. Donc peut-être interroger quelques patients, quelques médecins pour voir comment se font les ajustements. On a quand même cette expérience qui est ancienne maintenant. Voilà, et voir comment ça se passe dans le cadre de l'interaction médecin-patient sur ces questions-là. Là, Catherine, c'est bien. Côté patient expert, même nous, association, on se pose quelques questions parce que patient expert, ça veut dire quelque chose. Alors, est-ce qu'on parle de patient qui a une expérience, qui est expert, mais il est expert de quoi? Il est expert de son cas personnel, de ce qu'il utilise. Ce qu'il va utiliser, lui, ne sera pas forcément ce qui conviendra à son voisin. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut être prudent et puis peut-être effectivement s'appuyer sur le réseau associatif pour trouver ses patients, parce que les prendre comme ça dans la nature, monsieur untel est expert de quoi? En fait, là, je me perds un peu dans la définition. Même si c'est important l'expérience, je suis la première placée pour le dire, mais je pense qu'il faut être prudent en intégrant des patients experts dans les registres ou dans des groupes de travail. Je pense qu'il faudra avancer prudemment et bien s'assurer que c'est une personne qui sait faire la part des choses entre ce qu'il vit lui et ce qu'il va annoncer et qui ne sera pas forcément une vérité. Effectivement, oui. Pascal Douek. Oui, juste une précision, et Catherine, merci de l'avoir précisé, parce que est-ce qu'on parle de patient expert de la maladie ou est-ce qu'on parle de patient expert du cannabis, qui est effectivement encore autre chose. Moi, dans mon expérience, en tout cas dans la sclérose en plaques, je fais pas mal de forums, de gens qui suivent l'actualité sur le cannabis, et c'est vrai qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'en prennent pas et qui sont assez attentifs et qui sont assez en attente, et puis il y a tous ceux qui en prennent, qui ont déjà trouvé leur solution, qui ont trouvé leur réglage, qui ne savent pas nécessairement ce qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quel est le ratio THC, CBD dans ce qu'ils consomment, mais parce qu'ils ont essayé plusieurs variétés, qu'il y en a une, tout d'un coup, ça a été fantastique, ça a été formidable, ils ont décidé de la cultiver, donc ils la cultivent. Ceux-là, je ne suis pas sûr qu'on va les capter, parce qu'eux, ils ont trouvé leur système, et je pense qu'ils sont experts, en tout cas, parce qu'ils maîtrisent vraiment, à titre personnel, l'utilisation du cannabis, mais je pense que tout ce qu'on est en train de faire, ils ne se sentent pas concernés par ça, parce qu'on va leur prescrire un truc qui ne sera pas le même que ce qu'ils ont. Pour beaucoup d'entre eux, ils le fument. Donc de toute façon, quand on leur dit c'est pas fumé, ils disent moi je ne vais pas changer mes habitudes de consommation puisque ça marche. Voilà. Et que c'est ceux qui sont à la limite les plus critiques sur ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ce n'est pas des porte-parole du tout pour nous.
Mais bon, je pense qu'effectivement, il faudra les entendre. Je pense qu'on va entendre ça dans la matinée. C'est légitime. Georges, et après, justement, on va écouter les associations de patients. Oui, merci. Je mettrai un petit bémol par rapport à cette histoire, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de patients qui prennent du cannabis, qui récupèrent, qui ont du mal. On l'a vu, on avait fait un débat en faisant venir des cultivateurs de certains départements qui mettaient à disposition des cannabidioles, cannabis, et en fait les gens viennent en chercher, mais ils n'ont pas forcément, ils font de la route pour aller chercher les produits, pour aller chercher le cannabis, ils ont l'impression d'être dans une certaine illégalité, donc il y a un certain nombre de patients qui aimeraient revenir dans la légalité et avoir une prescription. Donc peut-être eux, ils vont être demandeurs d'avoir une prescription. Après, sur les modèles empiriques, je pense qu'on va avoir du mal, on va avoir une difficulté, parce que je pense que là, en effet, on va avoir une difficulté, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils fument. Ils ne savent pas le taux de THC, ils ne savent pas le taux de cannabidiol, ils n'en savent rien. La plupart des patients, moi j'interroge tous mes patients, je sais que j'en ai des fumeurs de cannabis, ils ne connaissent pas les teneurs en cannabis ou en cannabidiol qu'ils prennent. Donc en fait, ça sera complètement empirique. Le switch qu'on va faire, et c'est même pas le même modèle que pour la substitution, parce que la substitution, quand les gens prennent un produit de substitution dans la rue, on sait ce qu'ils prennent. Ça sera peut-être à la rigueur le même modèle que quand les gens sont dépendants des opiacés et qu'ils arrivent et ils se prennent de l'héroïne dans la rue et qu'on se dit, bon, on va donner tant ou tant de traitements. Mais ça sera complètement empirique. Au départ, il faudra adapter avec peut-être des fourchettes issues de la littérature, en disant, habituellement, c'est tel type. Mais il y aura des variations individuelles, à mon avis, très fortes. Je pense qu'il faut s'attendre à ça. Merci. Annie Le Pallec, mais on fait pas trop long parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne sur les... Non, c'est juste qu'il me semble que, je ne sais plus leur nom, mais il y avait un jeune homme et une jeune femme qui étaient venus d'une association et qui précisément disaient que eux, ils savaient, ils calculaient le taux de CBD et THC à chaque fois, et pour les plantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc ça existe. Alors là, on peut dire qu'en l'occurrence, ces deux-là sont au minimum experts, en tout cas du cannabis. Merci.